Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, bienvenue sur RCJ 94.8. Le troisième dimanche de chaque mois, on se retrouve pour le MAC de l'Opège, la fondation Opège qui œuvre au quotidien pour la protection de l'enfance, le soutien à la jeunesse et aux familles. On a chaque mois la chance et l'honneur d'avoir des professionnels qui viennent, qui se déplacent de leur structure pour venir nous raconter, nous relater leur réalité professionnelle au quotidien. Ça fait presque 2 ans que cette émission s'est mise en œuvre au sein du Fonds social juif unifié, dont on remercie à chaque fois la carte blanche qui nous est offerte. Je remercie tout de suite Daniel qui est toujours là derrière nous pour veiller aux bonnes conditions, et à Virginie Delumeau qui prépare cette émission avec moi chaque mois. Les mois derniers, on a eu des professionnels du terrain, des éducateurs, des chefs de service qui sont venus raconter leur quotidien, que ce soit en maison d'enfants ou en prévention spécialisée. Donc je vous invite à réécouter ces émissions sur RCJ, en podcast, en replay, mais aussi sur YouTube et évidemment sur notre site internet. Ce mois-ci, on a voulu mettre le focus sur la question des parents, la question des familles. On a un service à la Fondation Opège qui s'appelle la Maison des familles et des cultures, qui est un lieu de mixité sociale et culturelle, au sein duquel on accueille, on écoute, on soutient du mieux qu'on peut chaque parent, chaque famille, chaque membre d'une famille, des enfants aux adolescents, évidemment jusqu'aux parents, voire des grands-parents, dans les moments de difficulté qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans leurs responsabilités, que ce soit dans le fait de faire grandir ces enfants au sein de leur famille. L'idée étant toujours de maintenir le lien du mieux que l'on peut et de restaurer ce lien lorsqu'il se brise, lorsqu'il se casse, lorsqu'il y a un peu de désordre et qu'il y a de la souffrance. Ce lieu est un lieu dont nous sommes fiers puisqu'il a maintenant presque 15 ans d'existence, que des professionnels y œuvrent au quotidien. Il se situe dans le 11e arrondissement. Et aujourd'hui, on accueille 2 professionnels de ce service. J'accueille Suzette Bézan. Bonjour Suzette. Bonjour. Et Meredith Lebras. Bonjour Meredith. Bonjour. Merci à toutes les 2 d'être là sur ce plateau. Alors, je dis tout de suite, c'est votre première émission de radio. Et donc, l'émission, elle se veut tranquille parce que la parole est libre. On aime raconter aux auditeurs de RCJ ce qui se passe dans ces lieux, évidemment avec le secret professionnel qui est le vôtre, mais pour raconter qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin de venir vers vous, éducatrice spécialisée, ou vers vous, médiatrice familiale. C'est quoi ces métiers ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, nécessite l'intervention d'un professionnel ? Parce que nos auditeurs, d'abord, ont peut-être à un moment donné besoin de conseiller un membre de leur famille ou eux-mêmes. Donc on va donner aussi les coordonnées de la Maison des familles, ça je vous laisserai le faire mieux que moi. Mais aussi de s'intéresser à ces métiers du social. Il y a 2 mois, on a fait un énorme temps d'émission de radio sur la pénurie des métiers du social. Pas les raisons, parce qu'on ne les connaît pas tous, pas toutes, mais plutôt qu'est-ce qui peut aider des professionnels en grandissant à s'intéresser à la question du social. Donc je m'intéresse aussi au parcours des personnes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on devient médiatrice ou qu'on devienne éducateur. Donc voilà, à un moment donné, je vous poserai la question, mais pourquoi vous êtes devenue éducatrice ou médiatrice ? Mais d'abord, on va s'intéresser un petit peu à vos actions, ce que vous faites au quotidien dans cette Maison des familles et des cultures, voilà, qui développe dans ses locaux dans le Paris 11e des activités de médiation familiale. On va peut-être commencer par toi, Suzette. D'accord, avec plaisir. Qu'est-ce que la médiation familiale ? En quoi ça consiste ? Qui tu accueilles ? Alors déjà, merci de nous accueillir. Je suis ravie de pouvoir justement aujourd'hui parler de la médiation familiale. Alors oui, effectivement, nous avons à la Maison des familles un service de médiation familiale dans lequel j'exerce. Je suis médiatrice familiale depuis plusieurs années et nous sommes 3 médiatrices. Alors qu'est-ce que c'est que la médiation familiale ? J'ai envie de commencer par ce que tu viens de dire, c'est un peu mettre de l'ordre dans le désordre, dans les familles justement. Alors évidemment, notre rôle, c'est d'accompagner les familles au sein d'un conflit. En fait, on est un peu des techniciens du conflit. Ça veut dire qu'on va travailler avec elles le conflit, mais avec un cadre très strict, enfin un cadre qui va justement permettre à ces familles de pouvoir
parler. Donc en fait, alors j'en parlerai peut-être un peu plus longuement, mais pour en tout cas commencer, j'ai envie de dire que la médiation familiale, c'est un espace sécure, confidentiel, qu'on propose à des membres d'une famille qui sont en conflit. On va peut-être parler beaucoup de parents, parce que c'est vrai que c'est quand même la majeure partie de ce qu'on reçoit, ce sont des parents. C'est des parents entre eux? Alors c'est ça, exactement. Qui sont en des conflit. Parents qui sont donc en général séparés. La plupart du temps, ils sont séparés, ou en cours de séparation, ou se posant la question. Donc on peut être aussi avec eux pour les aider à la décision. Ou alors, quelquefois, on peut aussi faire des médiations quand le couple est en crise, mais à la différence d'une thérapie conjugale, on va vraiment travailler le concret. Donc, la médiation familiale, c'est un espace. C'est un espace qu'on va proposer à ces familles, à ces parents, ou aussi, effectivement, à des parents qui sont en crise avec leur adolescent. Ça peut être aussi ça, un espace entre un parent et son adolescent quand il y a une rupture de lien, par exemple. Ça peut être aussi, c'est plus rare, entre une fratrie, quand il y a des problèmes de succession dans une famille et que voilà, le frère et la sœur sont en opposition totale. Ça peut être aussi sur un parent handicapé. Donc on peut aussi travailler aussi avec des personnes aidants. Dans une famille, hein, évidemment. Donc, donc, effectivement, on est complètement dans l'image et la famille, enfin, dans la Maison des Familles des Cultures, on est là pour accompagner toutes ces familles qui sont dans un moment compliqué de leur vie, où ils ont besoin d'une personne qui est tiers, donc le médiateur. Le médiateur, qui sommes-nous ? Nous sommes un tiers complètement extérieur, sans aucun pouvoir, et justement, mais qui va leur permettre, justement, par cette absence de pouvoir, de pouvoir reprendre, eux, leur pouvoir. On va leur permettre, peut-être, ou peut-être pas, puisque ce n'est pas magique, de pouvoir s'écouter, s'entendre, entendre le point de vue de l'autre, se mettre d'accord sur le désaccord, ou peut-être trouver des solutions mutuellement acceptables. Voilà, en gros, c'est un peu une introduction, parce que peut-être que après je répondrai à vos questions. Mais voilà un peu, la médiation familiale, c'est vraiment être ni avec l'un, ni avec l'autre, mais être entre les deux et accompagner le mieux possible ces personnes avec des règles très strictes et un cadre surtout, plutôt pas les règles, plutôt un cadre que je vous expliquerai. Mmh. Le fait d'être justement cette médiatrice, donc ce rôle tiers, dans un espace où la parole doit circuler, puisqu'on imagine que quand il y a conflit, il n'y a plus trop d'écoute de part et d'autre, que ce soit un parent avec un autre parent ou deux adultes, le cas où il y a des enfants. Comment vient la démarche ? Parce que pour pouvoir accepter de se retrouver dans un même lieu avec une personne qu'on n'a pas envie, justement, ni de voir, ni d'entendre, parce qu'il y a quelque chose qui est impossible du côté du conflit. On ne veut plus, on ne peut plus, on est en guerre. On entend des mots succession, on entend des mots conflit, on entend les mots divorce. Qu'est-ce qui fait que les personnes vont venir vers vous ? Est-ce qu'il y a une contrainte ? Donc je pense à la question des juges. Ou est-ce que c'est elles-mêmes qui peuvent à un moment donné dire « j'ai besoin là, on ne se sent pas bien tous les deux, on accepte l'idée que c'est impossible seul, donc on va demander à quelqu'un de venir ». Et donc la première rencontre, j'imagine qu'elle est déterminante, mais le point de départ de cette médiation, elle vient forcément d'une prise de conscience, d'une volonté de changer ? Ou de continuer à faire la guerre, peut-être, parce que j'imagine que dans les médiations... C'est aussi ça peut être ça. C'est pas aussi, toujours tout va très mal, mais grâce à vous, ça va aller tout de suite bien. Je me dis qu'il y a aussi une question de temporalité. Enfin voilà, la question de l'origine de la demande, comment elle émerge. Elle peut déjà, je vais être un peu plus technique, elle peut être judiciaire ou spontanée. Mais attention, c'est quelque chose de très important que je dois commencer vraiment par ça. La médiation familiale, en tout cas à Paris, est une démarche qui est complètement libre et volontaire. Le principe de la médiation, c'est la seule condition pour qu'il y ait médiation, c'est que chacun soit d'accord d'entamer une médiation. Donc même si un juge l'indique... Alors voilà, donc le juge, effectivement, nous travaillons avec la justice, et nous sommes désignés par les juges qui enjoignent ou qui ordonnent, mais attention, dans le mot ordonner, il faut faire attention, une information à la médiation. Ça veut dire que la seule obligation qu'ont ces personnes, souvent des parents, c'est l'obligation de s'informer. Donc nous, effectivement, notre rôle, c'est, surtout quand c'est une médiation qui vient des juges, c'est d'informer ces personnes en leur disant dès le départ, attention, le juge, parce que quelquefois c'est un peu confus pour eux, le juge ne vous demande pas de faire une médiation, parce que la médiation, il faut qu'elle soit voulue par vous, mais par contre, il vous demande de vous informer. Et cette information, elle est très importante, elle est gratuite, puisque, en tout cas, au sein de l'association, puisque nous sommes subventionnés, et cette information gratuite permet aux parents, aux personnes,
de pouvoir justement de pouvoir avoir un éclairement libre et spontané, et se dire oui, pourquoi pas. Alors, on peut recevoir les personnes séparément. Donc là, c'est la première démarche, première origine. Ça veut dire que là, dans ce premier temps-là, qui est un peu obligé, mais qui n'oblige pas la poursuite, Exactement. c'est de s'asseoir face à la médiatrice, Exactement. seule ou avec la personne avec qui il y a un conflit, mais Exactement. pas de manière obligatoire non plus. Donc il y a encore une liberté sur est-ce que j'accepte d'être avec mon conjoint, mon enfant, mon épouse, et d'entendre en fait. La première chose que... Alors qu'est-ce qui se passe dans ce premier temps? Parce qu'on n'y est pas. Je leur explique, écoutez, voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Voilà comment ça peut se passer. Vous parlez de votre rôle et de votre mission. Je parle de mon rôle, alors ils sont assez étonnés parce qu'ils ne savent pas du tout, en fait, en général, ils ne savent pas ce que c'est. Donc je leur parle de la confidentialité. Dès qu'on leur parle de confidentialité, c'est quand même très important de leur dire que c'est un pas de côté à côté de la justice, c'est-à-dire que là, on fait une pause dans le conflit. On essaye de faire une pause dans le conflit pour pouvoir éventuellement, peut-être, en tout cas, trouver un cadre qui est différent de celui auquel ils sont habitués en bas de la maison, quand ils se parlent et qu'ils se raccrochent au téléphone, etc. Là, ils vont trouver un cadre dans lequel il y a un tiers qui va être là, qui va leur permettre d'écouter jusqu'au bout l'autre, ce qui est très rare quand ils sont en conflit, et puis juste d'entendre, voilà. Et puis peut-être... dans cette pause-là, se dire finalement, on va essayer de penser plus à nos enfants qu'à notre conflit conjugal. Et peut-être que oui, on va réussir à se dire que si on est dans cet endroit-là, c'est pour nos enfants. Et donc cet espace va leur permettre peut-être de se rendre compte qu'ils sont aussi des parents. Ou peut-être pas, ou peut-être qu'ils n'en ont pas du tout envie. Et peut-être qu'ils vont me dire, non, moi j'ai pas envie de me retrouver en face de lui. Moi je préfère que ce soit le juge. Et là au moins ils peuvent l'exprimer. Ils peuvent l'exprimer. Quand il y a confidentialité, ça veut dire que ce qui va être échanger dans le cadre de la médiation, ça appartient d'abord au cadre de la médiation? Ou est-ce et donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de rapport? Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. C'est la condition la plus importante. Nous ne faisons aucun rapport au juge, et ça c'est très important pour les personnes. Et c'est là l'idée même de la médiation, c'est surtout que tout ce qui se passe, et ça c'est la première chose qu'on leur dit, tout ce qui se passe reste dans le cadre de la médiation. Dans l'espace. Nous ne faisons aucun rapport au juge. La seule chose qu'on peut lui dire, c'est oui, une médiation va se mettre en place. Et si jamais monsieur, vous voulez arrêter, il est hors de question que madame me demande de témoigner comme quoi vous avez arrêté. Donc là, on quitte un peu le champ de ce qui peut, à mon avis, beaucoup nourrir les couples quand ils vont mal. C'est les attaques judiciaires, c'est les conflits autour de l'argent. Exactement. Là, alors le mot espace me plaît beaucoup, en fait. Ça résonne, c'est-à-dire, d'un coup, on ouvre quelque chose qui est un peu nouveau. C'est ça. Dans un moment où il y a du désordre, où tout est chamboulé. Et d'un coup, on extrait tout. C'est ça. Pour dire, là, qu'est-ce qu'on peut faire autrement ensemble? Okay. On n'utilise pas la médiation, justement. C'est ce que je dis souvent. La médiation ne doit pas être utilisée. Puisque vous êtes là pour parler de vos enfants, effectivement de votre équipe parentale. Si vous êtes là pour finalement se dire, tiens, je vais vite appeler mon avocat parce que voilà ce qu'il a dit, ça n'a aucun intérêt. Okay, ça libère un petit peu voilà. Donc les gens se sentent en confiance. Et quand tu parles des enfants, concrètement, quel est l'enjeu? Je sens que c'est la question des droits de garde, j'imagine, si c'est des enfants mineurs. On parle de tout ce qui concerne l'autorité parentale conjointe. C'est en général les sujets, de façon générale, on n'est pas en thérapie de couple, même si on parle de leur histoire de couple, parce que souvent, il faut en parler pour que ça aille mieux après. Mais en tout cas, on parle de tout ce qui concerne les enfants. On peut même les aider, pour les parents qui ne sont pas mariés, à éventuellement rédiger une convention parentale qui va fixer tout ce qui est l'organisation des enfants, plus la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui pourra après être homologuée par un juge. Et on va leur dire, voilà, au lieu que ce soit le juge qui tranche, vous avez la possibilité, si vous mettez d'accord, pour donner au juge votre accord, qui l'homologuera comme une décision. Donc, évidemment, on ne parle que des enfants, c'est-à-dire du droit de visite, du droit de visite et d'hébergement, de tout ce qui concerne la résidence. Voilà, il y en a en général qui préfèrent une résidence alternée, l'autre... bref, chacun va pouvoir... en médiation, donner ses arguments. On va parler de la contribution, on peut même parler des frais, de l'un, de l'autre, comment ça se passe. Moi, c'est pas assez. Moi, j'ai besoin de plus. Il y a le sport, il y a le machin. On va faire... Voilà, enfin, on parle en fait de tout ce qui concerne les enfants. De leur réalité. Et alors, il y a eu le mot concret que tu as énoncé. On est vraiment sur la chose très concrète. Ouais. On ne va pas trop creuser du côté des origines, même si à un moment donné, ça s'entend, puisqu'il y a quelque chose qui est venu à ce point-là un peu impossible. Donc, on va un petit peu essayer d'aller aussi laisser apparaître cette question-là. Mais donc, j'imagine, et ce que j'entends surtout, c'est l'idée de sortir du conflit. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait arriver à faire pour que, par la parole et l'écoute, il y ait un peu d'apaisement dans, on va dire, l'entente familiale, même s'ils sont séparés, même si les enfants vivent à droite ou à gauche. Rester parents. OK.
Combien de temps ça dure en moyenne ? Alors déjà, la démarche, j'imagine qu'elle est dure à définir au départ, mais c'est des durées très longues, ça peut être des durées très courtes. Ça peut. Alors vraiment, là, personne n'est capable de le dire. Ça peut durer une seule séance parce que les gens se rendent compte que ça n'a aucun intérêt, qu'ils n'y arriveront pas. Mais ça peut effectivement, je peux accompagner des parents sur 3-4 mois. Donc de toute façon, les séances sont espacées toujours de au moins 15 jours. Et je peux accompagner les parents quand ils sentent qu'il y a quand même quelque chose, quand ils reviennent, finalement, on a réussi quand même à s'appeler. Je l'ai eu pour la première fois au téléphone. J'ai dit bonjour aux enfants devant lui, enfin des choses comme ça, qui font que tout ce qui est parlé et tout ce qui a été mis sur la table, et quelquefois ils se rendent compte que ça marche et qu'ils ont réussi à faire des petits pas. Et donc ça peut durer 2-3 mois. Après, on n'est pas censé les accompagner toute leur vie. Donc il y a un moment, il faut que ça s'arrête. C'est un moment charnière de leur histoire, tout à fait. où ça se dépose là, à ce moment-là, dans cet espace-là, ouais. et en espérant que peut-être ils gardent un petit peu les éléments de cette rencontre en dehors de l'espace. C'est ça, on leur apprend à se passer de nous, en fait. L'idée, c'est qu'ils arrivent finalement un jour à dire finalement c'est bon, on n'a plus besoin de nous. Et il y a des belles histoires. Il y a des très belles histoires. Moi, je crois que je pourrais écrire un livre. Alors là, tout de suite comme ça, c'est compliqué. Alors, mais je pourrais garde la question en l'air. Mais j'ai quand même juste une réponse. Comme je reviens à ta question d'origine, c'est que médiation judiciaire, donc ça peut être aussi des médiations spontanées. Okay. Donc l'origine, ça peut être aussi des gens qui entendent parler, et peut-être aujourd'hui, de médiation familiale, en disant tiens, finalement, pourquoi pas ? Et on a évidemment, heureusement, des personnes, l'un ou l'autre. Voilà, j'aimerais bien, on n'arrive plus à parler, on est séparés depuis 4 ans, mais là, mon enfant grandit, il comprend rien, il comprend pas, etc. Bon, enfin bref. Et donc, les gens nous appellent aussi. Et donc, on a aussi évidemment... Oui, donc on a aussi des gens qui nous appellent, qui nous regardent, qui nous trouvent sur Internet. Enfin, voilà. Et pour être très concret, tu disais que c'était gratuit, même pour ces demandes-là spontanées ? Alors, c'est pas gratuit. Déjà, la médiation familiale n'est pas gratuite parce que de toute façon, on est financé. C'est simplement l'entretien d'information qui est gratuit. Ah oui, ça veut dire que la personne qui nous appelle pour nous dire, voilà, moi j'ai envie de faire une médiation, de toute façon, on va commencer par leur dire... Venez, on va vous faire un entretien d'information pour que vous connaissiez... Ça, c'est gratuit. La première rencontre est gratuite. Après, et ensuite, s'ils se déclenchent... Alors après, effectivement, à partir du moment où ils sont d'accord tous les deux, nous sommes subventionnés par la CAF, etc. Et donc, nous permettons aux personnes de payer selon leurs revenus. Ok, donc c'est sur le barème de caution familiale. Pour un exemple, une personne qui gagne à peu près 2 000 € par mois, elle paiera 15 € l'entretien. Quelqu'un qui gagne 2 000 € net par mois, c'est 15 € l'entretien. Donc c'est vraiment une facilité aussi. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près ça. On revérifiera sur le site internet. Est-ce que tu peux donner le numéro de téléphone ? Oui, c'est le 01 43 57 11 01 et nous sommes effectivement à Paris dans le 11e au métro Goncourt, Belleville, Parmentier. Voilà. Très bien. Garde la question en l'air de si tu as une belle histoire à raconter. D'accord. J'ai envie de passer la parole à Meredith qui travaille dans le même lieu que toi, la Maison des Familles et des Cultures, sur les espaces rencontres. Donc on a aussi les mêmes termes. Alors c'est quoi les espaces rencontres, Meredith, en quelques mots ? Alors les espaces rencontres, c'est un lieu où un parent vient rencontrer son enfant lorsqu'il ne peut plus le rencontrer autrement. Les parents viennent suite à des décisions de justice, ils passent devant le juge aux affaires familiales. Et alors les parents sont en conflit important suite à une séparation difficile, suite à des violences conjugales, suite à de la maltraitance. Sur l'enfant ? Sur l'enfant ou sur l'autre conjoint aussi ? Sur le conjoint. D'accord. Et donc le juge décide en fonction des demandes des parents un espace rencontre. Donc on est 6 espaces rencontres sur Paris. Et donc le juge va ordonner que l'espace rencontre se fasse dans un centre pour que le parent puisse voir son enfant sans l'autre parent pour préserver l'enfant du conflit parental. Donc là, vous êtes là à ce moment-là. Comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, on reçoit le jugement, la décision de justice qui nous désigne avec la situation globale, les motifs de la décision et qui nous désigne pour... alors généralement, c'est 2 fois par mois pendant 6 mois. Okay. Avec sortie autorisée ou pas sortie autorisée, avec évolution ou pas d'évolution. Et une fois que les parents ont pris contact avec nous, parce que c'est aux parents de prendre contact, on fait un entretien préalable avec chacun des parents pour échanger sur la situation, pour se rencontrer, pour expliquer ce qu'est l'espace rencontre,
pour répondre à leurs questions. Et on rencontre aussi tous les enfants. S'il y en a un ou s'il y en a plusieurs, ou même s'il est tout petit, on fait des temps de familiarisation pour qu'ils puissent nous rencontrer avant la première rencontre, qu'ils puissent voir l'espace, les jeux, voilà. Et après, un planning est organisé, est établi sur 6 mois. De temps en temps, ça peut être 1 an. Et voilà. Et ce sera toujours le même jour, à la même heure, pour qu'il y ait une régularité. Donc le parent qui n'a pas, lui, la garde de son enfant, c'est ça ? Il y a quelque chose qui l'oblige, qui lui interdit en tout cas de prendre contact avec l'autre conjoint, dont il est séparé, et donc son enfant aussi. Donc il ne le voit pas en dehors de cet espace-là. Il ne le voit pas en dehors de cet espace. C'est le seul moment où il peut voir son enfant avec vous. C'est ça. Et sans l'autre parent. Tout à fait. Comment ça se passe pour ce parent-là quand il vient ? J'imagine qu'il y a des émotions pas toujours faciles, au contraire, des émotions de joie. Enfin, comment vous accueillez ça ? Qu'est-ce que vous observez ? Qu'est-ce que tu observes dans ces moments-là de rencontre justement entre le parent qui est éloigné de son enfant et son enfant aussi ? Comment lui réagit ? Alors, on dit que c'est des parents, on dit parents visiteurs. D'accord. Celui qui visite l'enfant, et parents hébergeants, celui qui héberge encore l'enfant. Alors, les émotions, elles peuvent être très variées. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la joie, parce qu'ils savent qu'ils vont revoir quand même leur enfant. Parce que les temps où les décisions de justice, quand les parents saisissent le juge, les décisions peuvent sortir 6 mois après. Le temps judiciaire est très long. D'accord. Donc il y a des parents qui n'ont pas vu leur enfant depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 6 ans selon la situation. Et ça se passe pour la première fois après ce long moment de séparation, là ici dans cet espace rencontre de la Maison des Familles. C'est ça. Donc on fait en sorte que l'espace soit... même si on sait que c'est pas facile, hein. C'est ce qu'on dit aux parents, qu'on sait que c'est pas naturel, qu'on aimerait voir son enfant ailleurs, mais on essaie en tout cas que ce soit un moment, on va dire, dans un espace un peu, on va dire, chaleureux. Il y a des jeux, ils peuvent ramener à manger, il y a une cuisine où ils peuvent faire à manger avec leurs enfants. Le parent peut ramener aussi des jouets, des jeux. Et voilà. Et ce premier temps, alors soit, selon la situation, soit on peut être très présent pendant la première rencontre, on peut être vraiment présent dans la relation, être à côté d'eux, ou soit les laisser en autonomie si on... Voilà, on observe en fait. Et tu nous diras après la pause comment tu évalues, selon comment tu interviens ou pas, si tu es très présente ou si tu es très à distance, pour voir comment effectivement la relation se resitue. C'est toi qui as choisi la chanson musicale qu'on va écouter maintenant. J'adore raconter d'où vient cette musique. C'est le début et le générique de ce mag. Ce sont des enfants de l'Opège qui chantent avec notre animateur Virgile, qui est un animateur de l'Opège qui travaille à Sarcelles au Safège. Et là, on va écouter la chanson que tu as choisie qui s'appelle... Le jeu de la vie. Le jeu de la vie. Ben voilà, très joli. Ouais. Mon héros il serait comme moi, un peu gros, noir, mignon et sans trop de cheveux tout en haut. Pour le caractère, un peu tête en l'air, flemmard fatigué, mais aussi j'espère intelligent, rusé, gentil, attentionné, drôle, enfin je le crois. C'est à vous de juger, généreux quand je veux, avec ce que j'aime, courageux quand je peux. Si ça vaut la peine, ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Mon terrain de jeu, c'est la terre entière, pas de limite, pas de frontières, une infinité de possibilités. Depuis la Guyane, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert de nouveaux mondes, j'ai partagé de bonnes ondes. Certains m'ont aidé, d'autres m'ont attaqué, certains m'ont aimé, d'autres m'ont détesté. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo.
Pour le futur, moi j'ai envie de vivre encore des milliers d'émotions. Et si tout va bien, réussir ma mission. Avoir une famille, un bon métier, une belle et grande maison où on jouerait, de quoi passer le restant de mes jours et m'amuser encore et toujours. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Ma vie est un jeu. La vie est un jeu, mais un jeu quand même qui a de la valeur. On se retrouve pour la deuxième partie du MAC de l'Opège, le troisième dimanche de chaque mois sur RCJ, le média du Fonds social juif unifié, 94.8. Chaque mois, on met le focus sur une activité de la Fondation. D'habitude, on a des enfants. Pas aujourd'hui, pas ce mercredi-là. On aura peut-être l'occasion de le faire une prochaine fois avec aujourd'hui nos invités Meredith, éducatrice, et Suzette, médiatrice, sur la question des familles, sur la question du soutien à la parentalité, sur la question de la médiation familiale ou des espaces rencontres. Juste avant la pause, Meredith, tu racontais comment ces moments de parents visiteurs pouvaient venir rencontrer son enfant pour la première fois depuis de longs mois de séparation, suite malheureusement à un conflit, une séparation, dans l'espace de rencontre que tu investis au quotidien, à la Maison des familles et des cultures de la Fondation Opège. Et puis pendant la pause, je trouve intéressant de toujours reprendre des mots qu'on a eus, parce que quand on est à la pause, la radio, on dit des choses qu'on ne dit pas dans l'émission. Et on disait, ce qui a changé, c'est aussi le regard sur l'enfant. Ouais. Tu disais avant, en fait, on le regardait peut-être différemment. Moi, j'ai dit que sûrement comme un adulte en devenir. Aujourd'hui, on est beaucoup plus attentif à ses droits, à ses devoirs. Donc, à ce qu'on puisse respecter ses désirs, j'imagine. Est-ce qu'il veut voir, par exemple, son parent visiteur, cet enfant ? Est-ce qu'il a le droit ou pas de dire qu'il veut ou pas le voir ? Parce que là, on est sur le cas où les parents sont séparés, en conflit, et ce parent visiteur n'a pas le droit de voir son enfant. Et donc, forcément, l'autre parent aussi. Est-ce qu'il a le droit, l'enfant, de dire ce qu'il en pense ? Alors, c'est compliqué. Au moins au juge ou au moins à vous ? Alors, c'est compliqué pour l'enfant. Alors, quand il est tout petit, on va dire que son choix de vous l'accompagnez à la rencontre. On l'accompagne à la rencontre et généralement la mère, parce que c'est plutôt beaucoup de papas qui viennent c'est voir leurs beaucoup de enfants. mamans qui sont des parents hébergeurs, ouais. Et c'est le papa qui est souvent le parent visiteur. Et donc, les tout petits, les mamans les amènent. Elles sont dans l'obligation en fait de présenter l'enfant. Ce qui va être plus compliqué, c'est quand ça va être des adolescents, où là ils vont pouvoir, ce qui est bien, hein, mais ils vont pouvoir dire s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie. Ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils n'aimeraient pas faire. Ils peuvent le dire au juge aussi. Ils peuvent demander à être entendus par le juge aux affaires familiales. Alors, si l'adolescent va dire qu'il ne veut pas du tout voir son parent, le juge, après, il fait en fonction des demandes des parents. Il ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas aller en deçà des demandes, mais il va l'entendre. Il va pas pouvoir dire « tu ne pourras plus jamais voir ton père », parce que tant que tu es mineur, il a l'autorité parentale. Donc, tant que tu n'as pas 18 ans, ton père, quand même, ton parent a des droits et des devoirs sur toi. Donc, le juge ne va pas pouvoir dire il n'y a pas d'espace rencontre ou il n'y a pas de rencontre, mais il va pouvoir les moduler. C'est-à-dire que peut-être au lieu de 2 fois par mois, il va mettre 1 fois par mois. Où il va mettre pas de sortie, par exemple. La sortie, c'est sortir de l'espace rencontre. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des espaces rencontres avec des possibilités de sortie. Et vous faites quoi généralement dans ces sorties ? Alors, nous, on n'accompagne pas les sorties. Ok, vous les laissez seuls. Mais alors, l'objectif de l'espace rencontre, c'est quand même qu'ils soient en autonomie et que ce soit transitoire. C'est-à-dire que c'est un lieu collectif. On n'est pas... on médiatise pas la relation. Comme la maison familiale, voilà. Là, on est sur une rencontre de plusieurs parents avec plusieurs enfants. Il peut y avoir 3-4 familles en même temps. L'objectif, c'est qu'un jour, il s'en aille et que le parent retrouve des droits et qu'il puisse voir son enfant autrement. C'est l'objectif. Okay. Après, quand nous, l'adolescent, on le rencontre et qu'il nous dit qu'il ne veut pas du tout venir, on le prend en compte. On essaye toujours, dans la mesure du possible, d'essayer une rencontre ou 2, si c'est possible, pour que on trouve toujours ça important, c'est que l'enfant puisse dire à son parent. En tout cas, que cet espace puisse lui permettre de dire des choses à son parent, même si c'est « je ne veux plus te voir, tu m'as fait trop de mal » ou pour le moment, je n'ai pas envie, peut-être plus tard. Mais on essaie toujours à la rencontre, mais si ce n'est pas possible, à ce moment-là, on écrit au juge.
pour lui dire qu'on n'a pas pu mettre en place suite au refus catégorique, pour le coup, de l'adolescent. Si c'est transitoire, quel est l'objectif alors de ces rencontres-là? Parce que c'est 2 fois par mois sur 6 mois. Ouais. Qu'est-ce que vous recherchez au bout de 6 mois? Quelle est un peu l'intention idéale? L'objectif, c'est que le parent puisse soit garder le lien en attendant une décision de justice. Par exemple, il y a des parents qui sont entre 2 décisions. Les divorces sont longs, très longs. Et donc, entre 2 décisions, c'est de garder le lien. Et le lien, peut-être, existe déjà, la relation est déjà présente. Mais en tout cas, c'est de le garder. Soit c'est de le construire, parce que l'enfant... par exemple, on a un papa qui vient en espace rencontre depuis 1 an. Sa petite fille avait 1 an. Et en fait, il a vu son enfant. La dernière fois qu'il l'a vu, elle avait 5 jours. Donc là, ça a été de construire le lien. Rencontrer son enfant. Rencontrer son enfant et construire totalement le lien. Et donc, ça met du temps. mais au bout d'1 an, il y a le lien qui s'est créé et elle le reconnaît en tant que papa. Donc c'est ça notre objectif. Après, il va y avoir d'autres décisions et puis ce papa, il va avoir de nouveaux droits et il va en demander en tout cas. Et voilà, ça dépend. Mais l'objectif, c'est que ce soit transitoire et que l'autre parent, en tout cas, soit renoue, soit crée son lien ou soit en tout cas garde le lien. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a quand même aussi une transversalité entre nous, puisque il nous est arrivé, sauf en cas de violence, puisque nous, en médiation, on ne peut pas effectivement accueillir des personnes, des parents qui ont subi des violences, puisqu'il n'y a plus de liberté et il y a une emprise qui fait que la discussion, la circulation de la parole ne peut pas vraiment se faire, déjà. Mais en revanche, effectivement, il nous est arrivé de nous prendre le relais. C'est-à-dire que quand, effectivement, une situation de parents visiteurs d'un espace rencontre se termine, on peut nous proposer aux parents justement une médiation pour qu'ils puissent tout doucement se reparler et puis réorganiser justement l'après-espace rencontre, c'est-à-dire l'après, c'est-à-dire quand le papa ou la maman va accueillir son enfant et va récupérer un vrai droit de visite et d'hébergement libre. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ensemble, puisqu'on peut faire le relais, nous, en médiateur, et accueillir ces personnes qui étaient en espace rencontre. Il peut y avoir cette continuité. C'est ça. Lorsqu'il y a encore une nécessité de répondre à un besoin de soutien. Exactement. Quand bien même on aimerait ne plus y être, mais j'entends que il y a un moment utile où vous êtes là, que ce soit dans les moments de grande séparation d'un parent avec son enfant, ou dans les moments de conflit qu'on essaye avec vous, avec vos éléments de langage et vos approches, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et de remettre un tout petit peu la famille sur un environnement plus sain. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot cuisine, jeu. Ouais. Mais c'est ça vos outils de travail? On s'amuse et on mange? Tout à fait. Oui, pour les enfants. Le jeu est très important. Okay. Ça crée le lien, en tout cas, entre le parent et son enfant, que ce soit un adolescent avec des jeux de société, que ce soit les tout petits avec les jeux symboliques de cuisine, les jeux de voiture, les jeux... Donc si je viens dans un espace rencontre, je vois des enfants qui s'amusent et des parents qui sont avec eux. C'est ça. Alors, il peut y avoir des enfants qui s'amusent, il peut y avoir des enfants qui sont en colère et qui crient. Ok, il y a de tout. Il peut y avoir des enfants qui pleurent, ou des parents qui pleurent, ou des parents... en tout cas, des enfants qui s'expriment. Voilà, c'est un lieu, en tout cas... nous, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que c'est le lieu pour les enfants. Voilà, on est là dans l'intérêt de l'enfant. Alors, oui, il y a les parents, mais c'est l'intérêt de l'enfant qui prime, et de toujours remettre l'enfant au cœur pour éviter pour les préserver du conflit. C'est-à-dire que quand les parents repartent dans le conflit, hop, on les ramène à l'enfant. Et dans votre champ d'intervention, vous allez jusqu'à où et vous vous arrêtez où? Tout à l'heure, tu disais, des fois, on est là et très présent avec, puis il y a des fois, on vous mettez un petit peu plus en retrait. Quelle est l'attitude que vous vous donnez dans l'équipe? Parce que tu n'es pas toute seule, mais Marie, en tant qu'éducatrice. Je suis avec 2 collègues qui sont psychologues, qui interviennent avec moi. Alors, on fait toujours éducatrice, psychologue. Ok, dans un binôme. Alors, c'est beaucoup d'observation. On observe beaucoup. Après, on fait... c'est selon aussi les entretiens préalables. C'est là avec les parents et les enfants. Avec les enfants, c'est là où on va... ils peuvent nous demander aussi d'être présents. Donc, à ce moment-là, on sera présente. On peut être présent pendant les premières rencontres et puis après se décaler un petit peu. Ouais, on est là sans être là. Avec les petits, en fait, c'est un espace qui est ouvert. Et donc, en fait, on est toujours dans l'espace.
On n'est pas forcément Oui. à côté d'eux, mais on a toujours les Il y a yeux. une présence, qu'elle soit passive ou active. C'est ça. Il y a toujours le professionnel, ce binôme de professionnels, psychologue et éducatrice, en présence de la situation de rencontre. Ouais. Et parfois vous y allez, parfois vous y allez pas, mais même le fait, j'imagine, de ne rien faire ou de ne rien dire, c'est déjà faire quelque chose. Tout à fait. On observe. Donc là, on entend le jeu, le média de la cuisine. Tout à l'heure, toi, tu racontais que sur la médiation familiale, lorsque le conflit, alors pas aussi massif que là, parce que là, il n'y a pas de séparation, là, il y a une possibilité au moins se rencontrer. Tu disais, nous, on travaille sur les éléments concrets. Qu'est-ce qui est concret dans le conflit? En fait, c'est parce que je faisais la différence avec la thérapie. Okay. Parce que nous, en fait, on n'est pas thérapeute. Donc nous, on est là pour parler de sujets concrets et pas des raisons profondes de leurs problèmes de relation, leurs problèmes relationnels qui peut durer des années à cause de traumatismes qu'ils ont subis. Et nous, on n'est pas là pour travailler ça avec eux, puisque nous ne sommes pas thérapeutes. Et en revanche, quand je dis concret, c'est justement parler du quotidien qu'ils traversent tous les deux en tant que parents, de leurs problèmes de communiquer, de leurs problèmes de se dire mais voilà, il n'y a pas longtemps il était malade, tu m'as même pas appelé, mais je dois être au courant. Oui, l'école, tu t'occupes pas de l'école, tu sais bien qu'en ce moment il travaille mal. Enfin, des choses comme ça. C'est-à-dire vraiment tout ce qui peut traverser le quotidien pour des parents. Et donc, nous, on est là pour leur permettre de parler de leurs enfants, puisqu'en fait, ils n'y arrivent pas, puisqu'ils ne se parlent pas. Donc, souvent, c'est ça le concret. Puis après, parler, effectivement, de tout ce qui concerne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit de visite, de leur résidence. Est-ce qu'on change? Moi, je voudrais maintenant les voir plus. Moi, j'en ai marre de le voir qu'un week-end. Je voudrais le voir 3 jours au lieu de 4, au lieu de 2. Donc, voilà, tout ça, c'est vraiment, on est dans le concret. Tous les éléments de l'environnement de l'enfant. Exactement. Tu parles de scolarité, tu parles de sport, tu parles de voir son parent. Et toi, en fait, ton outil de travail premier, c'est l'écoute et la parole. Donc, vous vous asseyez, en fait, le cadre de l'entretien. En fait, on est dans un espace plutôt sécure, j'imagine, dans un bureau avec... Ouais. Alors, les points de rencontre, ils sont où? C'est l'écoute. En fait, c'est écouter l'un en présence de l'autre. Et okay. rien que ça, déjà, ça peut transformer un peu. D'accord, donc c'est des bureaux fermés. Alors, voilà, c'est comme... Voilà, on n'y a pas de table, c'est pour plutôt... Moi, j'essaie que ça soit le plus chaleureux possible. Okay. Donc, il y a une petite table basse. Souvent, je commence par un café, un petit thé. Voilà, parce que c'est compliqué pour les parents d'être là, vraiment. Il y a une tension, il y a des moments... Moi, je racontais ce matin à Meredith que là, j'étais avec des parents. Lui, ils sont séparés pourtant depuis 5 ans. Il ne peut même pas la regarder. Il ne peut pas la regarder. Mais ils viennent quand même à l'entretien. Mais ils viennent quand même. Ils viennent quand même à la médiation et ils avancent. Mais voilà, donc on sent vraiment que... Donc c'est compliqué. Donc moi, j'essaye de faire en sorte que ça soit le plus... chaleureux, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, sécure, parce que de toute façon, rien ne sort de cette séance. De leur dire, voilà, vous inquiétez pas, si vous ne sentez pas bien, vous pouvez sortir. Quelquefois, il peut y avoir des pauses. Quand c'est trop conflictuel, quand il y a trop d'émotions, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de... Donc voilà, donc comment dire, la salle, en tout cas, quand je les accueille, c'est vraiment un lieu qui est fermé, évidemment, mais qui est qui est le plus chaleureux possible, en fait, pour qu'ils se sentent le mieux possible. Voilà. Ok, merci pour ces éléments de précision sur le cadre d'accueil, alors que là, on est plus sur quelque chose de vivant. J'imagine que ça marche, ça court, ça pleure, ça crie, ou ça a des moments de joie, des moments de difficulté, des moments d'intimité, j'imagine aussi. Oui. Donc, c'est pas du tout le même type de dynamique à ce moment-là. On n'est pas au même étage, d'ailleurs, heureusement. Parce que du coup... Ah oui, parce que oui, effectivement, vous avez des lieux séparés dans des familles. Et alors, la question qui a été posée tout à l'heure sur la question d'y venir, donc là, c'est le juge des affaires familiales qui oriente. Oui. Mais est-ce qu'un parent peut venir vers vous et le demander? Alors, un parent peut venir vers nous et le demander, mais c'est très compliqué. Rare. D'accord. Ah, c'est rare. Oui. C'est assez rare que ce soit spontané. C'est possible, mais généralement... Ça passe par le juge qui oriente vers votre service. Après, quand la mesure judiciaire est finie, les parents peuvent demander à ce que ça continue pendant un temps. Donc là, pour le coup, on continue, mais de façon, on dit conventionnelle. Donc on peut continuer de façon conventionnelle. C'est la contrainte du juge, là, il y a non, une là convention. c'est avec leur accord, avec notre accord aussi, et on peut un peu bouger les modalités. S'il n'y avait pas du tout de sortie, on peut en mettre, élargir le temps de rencontre. Voilà. Il y a quelque chose de plus souple, puisque là vous êtes face à la demande des parents, ce qui est différent de la contrainte du juge, de l'obligation du juge. Et là c'est gratuit, c'est payant. Qui est-ce qui paye ce type de... C'est gratuit, entièrement.
C'est subventionné par la CAF de Paris, principalement par la justice aussi, et par la ville de Paris, depuis peu. Ok, donc un vrai soutien des financeurs. Qu'est-ce qui fait, toi, Meredith, que tu t'es retrouvée là-dedans en tant qu'éducatrice? Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à agir auprès de ces familles et de ces enfants? On a entendu déjà un peu les éléments, l'intérêt de l'enfant, la question du média, mais... alors après, moi, je suis de formation d'éducatrice de jeunes enfants. Ok, t'es EJE. Voilà, donc spécialiste de la petite enfance. Et en fait, je suis arrivée à la Maison des Familles et des Cultures en dernier stage de formation. J'ai fait mon dernier stage là-bas. Il y a combien de temps, si je peux poser la question? Il y a 8 ans. Okay. Alors, j'ai dit une bêtise, t'es pas EduxP. Non, je suis pas EduxP. Pardon. C'est pas grave. Je suis EJE. Et en fait, j'ai fait mon dernier stage de formation. Et après, on m'a proposé en fait un travail. Donc, j'ai été la première éducatrice à la Maison des Familles et des Cultures. Ok. Et je suis toujours la seule. Et donc, on m'a proposé le poste et je me suis inscrite. Sur ces dispositifs. Sur l'espace rencontre principalement et sur le soutien à la parentalité depuis 7 ans. Ok. Voilà. Merci Meredith. Merci. Tu as trouvé ta vignette ou pas? En fait, non. J'avais envie de dire que ma vignette, c'est quand les personnes arrivent très très fermées et puis qu'au fil des séances, ils arrivent à trouver des accords et puis je les vois plus souriants et puis je les vois repartir en se parlant et puis surtout, voilà, quand il y a des accords écrits, je pense que... Alors, j'ai pas de vignette là parce que vous savez, plus on cherche, moins on trouve. Moi, j'en ai une pour toi. Laquelle? Parce qu'en médiation familiale, ce qu'elles font, même quand il y a des violences conjugales, c'est qu'elles font un peu de la médiation navette. Ah oui. Avec les violences conjugales, c'est-à-dire que les parents ne sont pas dans la même pièce, mais elles les voient séparément. Ah oui, ils sont dans deux lieux distincts et ils font le va-et-vient. Et donc nous, à l'espace rencontre, il y avait des parents qui étaient... on avait été désignés par le juge pour un espace rencontre pendant 6 mois. On l'a renouvelé 6 mois. Mais en contrepartie, c'est de les amener à la médiation familiale pour qu'ils puissent trouver des accords. Parce qu'ils étaient tous les deux, les parents étaient tous les deux d'accord pour que monsieur récupère un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Il fallait juste savoir de comment il allait récupérer ses enfants. Bon, là, on l'a trouvé. Et donc, je les ai envoyés à Suzette. Et en fait, c'est très drôle, cette médiation, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est une médiation où ils ne peuvent pas se voir. Le monsieur ne peut pas la voir parce qu'il y a une interdiction d'éloignement. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'en fait, ils étaient dans une pièce. Donc, moi, je faisais la navette, mais ils pleuraient tous les deux, chacun dans leur pièce, en fait. C'est-à-dire que même en n'étant pas ensemble, il y avait tellement d'émotions entre eux que rien que de savoir que moi, je faisais la navette, ils étaient tous les deux... Ils étaient quand même séparés, mais ensemble. Voilà, et c'était très, très fort. Et alors, Suzette, pourquoi médiatrice? Pourquoi? Parce que moi, ça fait 4-5 ans... Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que je suis... j'ai toujours... j'adore... c'est un peu basique de dire j'adore l'humain. J'aime aider, j'aime accompagner. Voilà, j'ai traversé plein de choses qui me servent aujourd'hui pour aider les autres. Après, j'arrive pas, mais en tout cas, j'adore cette possibilité de pouvoir aider des parents. Puis je pense aussi aux enfants, parce que j'ai toujours été très sensible à tout ce qui concerne les enfants. Donc je me dis que quand ils font un petit pas vers l'autre, pour que l'enfant se sente un peu mieux et se dise « Ah, mes parents, aujourd'hui, sont parlés. » Voilà, donc tout ça, c'est plus, voilà, parce que j'aime les autres. Et donc, si je peux un peu aider, tant mieux. Merci pour cette parole vraie. Merci à toi, Suzette. Merci Meredith pour l'exercice de radio qui n'est pas simple, mais je trouve que vous avez réussi brillamment à nous mettre dedans. Merci, à être Joanne, avec vous dans vos réalités. C'est surtout le travail que vous menez au quotidien qui permet à des familles de se sentir mieux. On termine ce MAC de l'Opège dédié à la parentalité aux familles en difficulté. On redonne juste le numéro de téléphone. Oui, 01 43 57 11 01. Et n'hésitez pas, on peut même vous donner des conseils. Voilà. Et c'est gratuit. Et puis maintenant, vous avez les voix et même les visages puisqu'on est enregistré à RCJ. Merci beaucoup à Virginie et à Daniel pour cette émission. On se retrouve le mois prochain sur RCJ. À bientôt. Merci. Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle.